Bonsoir à tous, merci d'être aussi nombreux. Ça me fait vraiment très plaisir. Donc aujourd'hui, on va voir ensemble quelques bonnes pratiques pour les Scrum Masters et même pour les devs. Vous pouvez les proposer à vos Scrum Masters. Donc avant de commencer, je me présente, donc Haifa Beltaïef. J'ai 5 ans et demi d'expérience, donc j'ai rejoint Exteam depuis un an et depuis je suis en mission avec Société Générale. Donc, juste brièvement, j'ai commencé mon expérience en tant que PO et ensuite, depuis 4 ans, j'ai basculé en tant que Scrum Master. Voilà. Donc, pour vous mettre en cadre de la présentation, en fait, l'idée de cet atelier est venue à partir de ma mission à Société Générale. En fait, après 3 mois que j'ai commencé, on m'a fait un audit agile et c'était la première fois que on m'a fait ça, l'audit d'agilité. Et suite à ça, on m'a proposé, les coachs agiles, de partager ce que j'ai fait avec mon équipe avec les autres Scrum Masters de Société Générale. Donc on s'est dit pourquoi autant de le faire aussi avec Exteam. Voilà. Ok, donc au menu ce soir, donc on va entamer par expliquer le rôle de Scrum Master en détail. Ensuite, je vais partager avec vous les ateliers que j'ai fait avec mon équipe, surtout concernant la DOD, Definition of Done, et DOR, Definition of Ready. Ensuite, un atelier qui explique l'estimation en utilisant les story points. Et finalement, je vais vous montrer un exemple de déroulement d'une rétrospective. Voilà. Alors, on va commencer par expliquer le rôle du Scrum Master. Donc, quand vous entendez le poste Scrum Master, qu'est-ce qui vient la première chose, qu'est-ce que vous dites? C'est quoi le Scrum Master? Qu'est-ce qu'il fait? C'est quoi son rôle? S'assurer que tout se passe bien pour l'agilité. Oui. Quoi d'autre? L'organisation peut-être? Oui. Un coach d'agilité. Comment? Un coach d'agilité. Oui, un coach. Alors, les mots-clés, c'est surtout, il y a aussi le coach, mais il y a aussi le garant. En fait, le Scrum Master, c'est un garant, comme on a dit, de bon fonctionnement de l'équipe. C'est le garant de l'application de l'agilité du framework Scrum et l'amélioration continue dans son équipe. Donc, il doit toujours essayer de trouver avec son équipe les axes d'amélioration et de proposer des axes d'amélioration. Il doit débloquer son équipe en cas de blocage où il y a des dépendances avec les autres équipes. En fait, c'est le garant de bon déroulement du projet de A à Z. Mais on ne doit pas dire que le Scrum Master, c'est lui qui gère le projet. Donc si ce n'est pas lui qui gère le projet, comment il va garantir tout ça? Donc, comme tu as dit, Khawla, c'est ça? Khawla, c'est un coach. Donc, il va apprendre à l'équipe comment faire tout ça. Il ne va pas dire à cette personne, toi tu fais ça, toi tu fais ça. Ça, c'est le rôle peut-être du chef de projet, mais ce n'est pas le rôle du Scrum Master. Le rôle du Scrum Master, là, il va garantir tout ça, mais on apprend à l'équipe à comment faire ça. Donc voilà le deuxième mot-clé, c'est un coach. Donc il doit coacher son équipe à respecter les time boxing des events Scrum. Donc là, lorsqu'on dit time boxing, ce sont le temps à ne pas dépasser pour un événement Scrum. Par exemple, dans le daily, time boxing, c'est 15 minutes. Pour les autres events, on a par exemple le planning pour un sprint d'un mois. Le time boxing, c'est 8 heures. Voilà, donc pareil, donc là il va coacher l'équipe à respecter les objectifs de chaque event. Ça on verra à la fin de la présentation, l'événement rétrospectif, parce qu'en Scrum, pour chaque événement, il a un objectif. Et si on respecte les objectifs pour chaque événement, on va garantir l'amélioration continue. Donc si le Scrum Master arrive à coacher tout ça à l'équipe, il va garantir tout ça, sans autant gérer l'équipe ou dire à chaque personne qui fait quoi. Un autre élément très important concernant le rôle du Scrum Master, il doit être serviable.
Donc le Scrum Master, il a des obligations de rendre des services envers les devs, le PO, mais aussi l'organisation. Alors juste une remarque, quand je dis les devs, ce n'est pas seulement les développeurs. Parce qu'en Scrum, les devs, c'est toute compétence nécessaire pour le bon développement du projet. Donc pour un projet en informatique, les devs, ça peut être les développeurs, ça peut être le QA, ça peut être designer, architecte. Pour un autre projet qui n'est même pas en informatique, ça peut être même les comptables, les financiers. Donc ça, voilà. Donc c'est tout métier nécessaire pour les bons déroulements du projet. Donc je vais utiliser beaucoup le mot dev, mais ce ne sont pas juste les développeurs. Donc juste une remarque. Alors, pour service envers les devs, là on parle de déblocage de l'équipe par exemple, mais en inter-équipe ou même avec les autres équipes. Si on a des dépendances avec les autres équipes, donc là c'est le rôle du Scrum Master de gérer ces dépendances-là. Envers le PO, là surtout s'il y a par exemple le retard dans la préparation des cartes pour préparer le sprint prochain, donc là c'est le rôle de Scrum Master de prévoir et d'assister le PO à éviter ce retard-là. Aussi envers l'organisation. Alors là, lorsqu'on dit l'organisation, on parle de les managers, les responsables, les sponsors, le client aussi. Donc c'est toute personne ou toute entité externe de l'équipe en relation avec l'équipe. Donc, est-ce que vous avez des questions concernant le rôle de Scrum Master? Est-ce que tout est clair? Yes. Okay. Les bonnes pratiques Scrum, c'est juste le fait que ça correspond à quoi les bonnes pratiques Scrum? On a dit que Scrum Master c'est un coach. Mm-hmm. Tu parles de cette partie-là? Oui, oui, oui. Oui. Alors, ici pour dire les bonnes pratiques de Scrum, par exemple, on va même voir ça lors de cette présentation, par exemple l'estimation avec les story points. Donc ça, c'est une bonne pratique recommandée en Scrum pour estimer en story point et ne pas estimer en jour 1. Par exemple, les bonnes pratiques Scrum aussi de définir les definition of done et definition of ready et travailler avec, c'est pas juste de les définir et les laisser à côté et ne pas les voir. Voilà. Donc aussi, les bonnes pratiques Scrum, c'est aussi pour chaque événement de respecter l'objectif de chaque événement. Parce que là, par exemple, on peut voir dans le daily, les devs, ils peuvent invoquer n'importe quel sujet, discuter là les blocages, répondre à toutes les questions, passer 30 minutes daily. Donc ça, c'est pas une bonne pratique Scrum. Donc là, c'est le rôle de Scrum Master de gérer tout ça. Donc là, il va essayer de coacher l'équipe à respecter les objectifs de chaque événement. L'objectif, par exemple, du daily, c'est de voir est-ce que l'équipe elle est en bon chemin pour respecter l'objectif de sprint ou non. Donc ça peut être de répondre à les 3 questions, les fameux 3 questions, qu'est-ce que j'ai fait hier, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui, si j'ai des points de blocage. Mais ce n'est pas lors du daily, on va débloquer ces points-là. On va les discuter, on va les citer, et le Scrum Master, il va peut-être organiser des points avec les participants nécessaires pour débloquer ce point-là. Voilà. Ok. On passe du coup definition of done et definition of ready. Donc dans le slide, j'ai mis les définitions exactes telles qu'elles sont dans le Scrum Guide. Mais plus simplement, la definition of done, c'est l'ensemble des critères nécessaires pour dire que ce besoin est terminé. Tout simplement. Et la definition of ready, ce sont l'ensemble des critères pour dire que ce besoin est prêt à être traité par les devs. Donc c'est ça la différence entre la definition of done et la definition of ready. Alors, pour faire cet atelier, je vais vous poser 3 questions. Donc, la première question, c'est
pourquoi on parle toujours des definition of done, definition of ready. Pourquoi ces deux définitions sont vraiment très importantes en agilité et surtout en Scrum. La deuxième question, qui définit la definition of done et la definition of ready? Et la troisième question, quand est-ce qu'on peut les définir? Alors, déjà, est-ce que vous travaillez avec les definition of done et definition of ready? Est-ce que vous avez déjà défini ces notions-là avec vos équipes? J'ai travaillé avant avec Definition of Done. Mhm. On a eu des critères d'acceptation pour dire que la user story a été bien faite et Ok. done. Du coup, pour ce cas-là, est-ce que pour chaque story, il y a une definition of done ou c'est une definition of done standard pour l'équipe, pour tous les stories? Il y a une pour chaque user story. On définit. Donc là, on parle plutôt des critères d'acceptance, c'est pas de definition of done. Ah, d'accord. Donc la definition of done, ce sont des critères standards qu'on applique sur tous les stories. Il y a, les critères d'acceptation, ce ne sont pas des activités pour dire qu'on a... Ça oui, mais ça c'est pour chaque story. Ça c'est beaucoup plus précis. Mais les definition of done, ce sont les critères en fait en commun pour tous les stories. D'accord. Vous pouvez donner des exemples? Oui, on va donner des exemples par la suite. Mais est-ce que déjà il y a des équipes qui travaillent avec ça? Oui. Ou non? Peut-être pratiquement, mais le terme, non. Ok. Donc vous avez défini avec ton équipe la definition of done, c'est ça? Oui, en fait, la definition of done, elle était déjà définie chez le client. Oui. Du coup, il suffit juste de l'appliquer. D'accord. Elle était déjà mise en place. Ok. Et c'est ton équipe qui a défini la definition of done ou c'est une définition standard par toute la société qui est applicable sur toutes les équipes? Non, c'est l'équipe qui l'a définie. Ok. C'est l'équipe qui l'a définie. Et à votre avis, qui doit définir la definition of done? Est-ce que l'équipe ou l'organisation? L'équipe. L'équipe. C'est les standards, c'est l'organisation. C'est pas lié à un produit particulier. Alors, les deux réponses sont exactes. En fait, oui. Il y a un élément, je pense que le product owner, le PO, qui doit définir quand est-ce que son produit après. Alors, pour le PO, non, c'est pas le PO qui va définir. Alors, juste pour répondre à la première question, en fait, ça peut être l'organisation lorsque il y a plusieurs équipes qui travaillent sur le même produit. Donc, dans ce cas-là, ou même si c'est même pas dans le même produit, même s'il y a beaucoup d'interactions entre les équipes, dans ce cas-là, c'est l'entreprise, c'est l'organisation qui définit une definition of done standard pour toutes les équipes. Dans le cas où l'équipe, elle travaille toute seule, elle n'a pas de dépendance avec d'autres équipes, elle peut définir sa definition of done toute seule. Pour le premier cas, même si l'entreprise elle a fait une definition of done standard pour toutes les équipes, chaque équipe, elle peut ajouter d'autres critères. Elle doit respecter les critères imposés par l'entreprise, mais elle peut ajouter d'autres critères qu'elle trouve obligatoires pour son équipe. Alors, et donc ça pour la question qui définit la definition of done. Mais la première question, c'était pourquoi on fait la definition of done? C'est quoi l'objectif derrière ces critères-là et pourquoi on fait la definition of done et la definition of ready? Harmoniser. Bonsoir. Bonsoir. C'est pour À votre pouvoir avis. passer à l'étape suivante. Pour Pouvoir passer à l'étape suivante. Donc si on a les definition of ready, les critères qui sont tout est vert, c'est une Mhm. sorte de checklist, quoi. Donc on pourra passer au Oui. dev. Ça permet à l'équipe de rester concentrée sur l'objectif, que ça soit du ticket ou bien du sprint, parce que Mhm. si on a vraiment des objectifs bien définis, ben, on sait très bien ce qu'on doit faire et l'objectif est plus clair pour Ok. l'équipe. Est-ce qu'il y a d'autres propositions? Oui. Je pense qu'au-delà de pouvoir passer à autre chose ou de définir, c'est surtout être
être tous responsables d'une qualité afin de l'implémenter en fait, tout simplement à la prochaine itération. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres propositions? Oui. Pour la definition of ready, c'est quand, par exemple, un ticket, il a tous les éléments suffisants Oui. Pour qu'on puisse travailler dessus. Et pour la definition of done, c'est pour dire qu'un incrément, enfin, qu'une Jira, elle est finalisée tout en... Donc ça, c'est la définition. Mais l'objectif, pourquoi on les définit? C'est pour assurer la qualité des livrables, peut-être. Alors, toutes les réponses sont vraies, mais la première raison, c'est pour avoir une compréhension standard par tous les membres de l'équipe. Par exemple, moi, en tant que, je sais pas, en tant que dev, pour moi, la definition of done, c'est développer ce besoin-là, faire valider par le QA et mettre en prod. Pour l'autre développeur, pour lui, c'est definition of done, c'est développer, QA, ensuite faire les tests automatiques, ensuite mise en prod. Pour un autre dev, c'est juste de développer, pour lui c'est done et les autres étapes, il s'en fout. Donc là, pour avoir une compréhension en commun avec tout le monde, standard, avec tous les devs, PO, client, même le client, lorsqu'on va lui dire que ce besoin est terminé, lui, il peut comprendre autre chose. Il peut comprendre qu'il y a chaque fonction, il y a les tests unitaires, il y a la documentation complète, il y a tout. Or que réellement, il y a juste le dev et elle est juste en prod. Donc c'est ça l'objectif. Donc c'est ça le premier objectif de définir la definition of done. Pour que tout le monde, tous les parties prenantes dans le projet, dev, PO, Scrum Master, client, manager, ils ont la même compréhension que ce besoin est done, est terminé. Exactement, c'est ça. Et pour pour la definition of ready, c'est exactement la même chose. Ça facilite aussi le travail du PO pour ne pas dire est-ce que ce besoin il est prêt, est-ce que je peux le présenter à l'équipe ou non. Donc il a des critères à respecter, à définir. Et du moment où ces critères ont été raffinés, ont été respectés, il peut l'inclure dans son sprint. Voilà, donc pour résumer, la definition of done, c'est engagement pour l'équipe, les devs, et la definition of ready, c'est un engagement envers le PO. Voilà. Donc, est-ce que vous avez des questions sur les deux notions avant de passer à l'atelier? La definition of ready, c'est-à-dire c'est par Jira, par sujet? Non, la definition of ready, c'est en fait les critères, l'ensemble des critères que le PO doit respecter dans la préparation de son besoin. Par exemple, dans le besoin, par exemple, l'équipe, elle peut dire que j'ai besoin que la carte doit respecter la forme en tant qu'acteur, je souhaite, je sais pas quoi, afin de machin. Donc, elle doit respecter ce format-là. Ça, c'est un critère de definition of ready. Un autre critère, c'est d'avoir une maquette. Par exemple, si c'est un besoin fonctionnel avec création d'une page web, l'équipe, elle peut dire j'ai besoin d'une maquette. Donc ça peut être aussi un critère de definition of ready. On peut aussi avoir que les critères, les parties prenantes, en fait les dépendances ont été définies. Donc les personnes que je vais contacter pour, par exemple, je sais pas moi, pour avoir l'accès sur une API, donc j'ai le nom du contact que je vais contacter. Donc ce sont les ensembles du critère que l'équipe exige au PO de définir dans la carte avant de l'inclure dans le sprint. Est-ce que c'est un peu clair? Plus ou moins, parce que le point que tu viens de citer, ce sont deux points qui concernent du sujet spécifique. On parle de Jira. Oui, ce sont des exemples qui peuvent être appliqués sur ce projet-là et pas sur l'autre projet. Voilà. C'est pourquoi, en fait, la definition of ready, contrairement à la definition of done, peut être définie par l'organisation. La definition of ready, elle est définie par l'équipe. C'est spécifique à chaque équipe.
Voilà, donc c'est l'engagement, comme j'ai dit, envers le PO. Donc ce sont les critères que le PO doit respecter lorsqu'il est en train de préparer son besoin. Donc avec peut-être plus d'exemples, ça sera plus clair. J'ai une question. Oui. Le deuxième point, la définition of ready, du coup, il est défini par Par toute l'équipe. Par besoin. Juste Non, niveau. non, À quel niveau il est défini? C'est par besoin. Non, c'est pas par besoin, c'est en fait au lancement du projet ou au cours du projet, ça peut être même défini au cours du projet, mais c'est toute l'équipe ensemble qui définit les critères à respecter par le PO lorsqu'il est en train de préparer son besoin. D'accord. Et du coup, les definition of done, c'est défini par quel niveau? Au niveau user story, au niveau ticket, au niveau... Non, ça ne doit pas être au niveau de user story, c'est en fait standard pour tous les user stories. Au niveau des tickets? Non, Pour chaque ticket, même là, on ne doit pas dire par ticket ou par Epic ou par story. Ce sont des critères standards. Par exemple, pour dire que chaque besoin, il doit passer par les tests automatiques pour dire que c'est done. Donc ça, c'est pas spécifique à une... C'est par projet, par équipe, Par exactement. process, peut-être. C'est le process. Par projet. Là, on parle plutôt pour une équipe Scrum, un projet. Voilà. Avec les exemples, je pense que ça va être plus clair. Alors, pour l'atelier de Definition of Done et Definition of Ready, donc je ne sais pas si vous avez assisté à des ateliers pour les définir ou c'était déjà prêt lorsque vous... Je sais pas assister. Ou c'était déjà prêt lorsque vous avez travaillé avec les Definition of Done et Definition of Ready. Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend de l'équipe. Il y a des équipes qui ont déjà leur définition. Oui. Il y a d'autres équipes où les membres ne sont pas d'accord sur la définition de Dan et Ready. Et finalement, on part par des définitions. Par n'importe quoi. Ne pas définir. Ouais, ne pas définir, ouais. Oui. Alors, dans ce format, en fait, avant que je rejoins la Société Générale, j'ai déjà trouvé une définition of Done qui est déjà été définie par l'équipe, mais elle n'a jamais été utilisée. Elle a été définie, partagée sur Teams, et plus jamais on en parle. Voilà. Après, lorsque je leur dis expliquez-moi les critères, personne n'arrive à expliquer les critères. Ont été juste mis parce que c'était obligatoire à Société Générale de définir les Definition of Done, donc ils ont défini et c'est tout. Alors, la Definition of Done, j'ai utilisé ce format, donc ce sont des cartes que j'ai imprimées à l'équipe et je leur donnais trois cases. Ce sont les critères, les critères qui ne sont pas applicables dans le cas de notre projet. Par exemple, dans le cas de notre projet, c'est un projet Big Data. Donc, c'est un peu spécifique, ce n'est pas comme les projets développement web ou mobile. Donc, il y a vraiment des critères, comme par exemple les maquettes ou je ne sais pas quoi. Il y a des critères qui ne sont pas applicables dans le cas de projets Big Data. Et je pense même dans vos projets, il y a des critères qui ne seront pas applicables aussi. Pour la case 8, ce sont les critères qu'on peut appliquer dès maintenant, dès ce sprint, dans notre équipe. Dans la case plus tard, ce sont des critères qui sont applicables dans notre équipe, mais on n'est pas encore prêt pour les appliquer. Par exemple, dans la Definition of Done, on peut avoir un critère, c'est de faire les tests unitaires. C'est applicable en cas de notre projet, mais on n'est pas encore prêt en tant qu'équipe. Il y a des techniques, il faut former l'équipe, etc. pour pouvoir appliquer ce critère-là. Donc, ce sont les critères qu'on peut appliquer plus tard, mais pas dès ce sprint. Alors, comment se déroule l'atelier? Donc, j'ai présenté plusieurs critères. Donc là, j'ai mis juste quelques exemples, mais réellement, ce sont je pense, trentaine de critères. Donc, j'ai imprimé ces critères-là et je les mis face cachée. Et à chaque fois, chaque membre de l'équipe, il va prendre une feuille, la lire à l'équipe et essayer de l'expliquer.
Et ça aussi, ça donne la possibilité au Scrum Master d'expliquer quelques notions qui n'ont jamais été évoquées lors de l'équipe. Par exemple, je ne sais pas moi, le critère une pré-démonstration a été réalisée. Peut-être l'équipe n'a jamais fait ça. Et peut-être la démonstration se fait directement devant le client. Ils n'ont jamais fait ce critère-là. Là, c'est le moment pour le Scrum Master d'expliquer comment ça se fait réellement, comment on peut préparer la démonstration. Donc, pour l'atelier, j'ai dit chaque développeur ou un membre de l'équipe, ça peut être même le PO ou même le Scrum Master, il va retirer une feuille, une carte, il va la lire à toute l'équipe et l'expliquer. Ensuite, une discussion avec l'équipe, ils vont dire est-ce que ce critère, on va le déplacer dans la case non, dans la case oui ou dans la case plus tard. Est-ce que c'est clair un peu l'atelier pour vous? Voilà. Donc, les critères qui sont placés dans la case non. Donc, on va la mettre à côté, on ne va plus jamais en parler. Les critères qui sont dans la case 8, c'est-à-dire à partir du sprint prochain, on va appliquer ces critères-là pour passer la carte à Dan ou non. Si la carte ne respecte pas tous ces critères-là, elle ne passe pas à Dan. Elle reste dans le reste à faire pour le sprint d'après. Si la carte, elle respecte tous ces critères-là, on peut la passer à Dan. Pour les cartes dans la case plus tard, donc ces cartes-là, on va les mettre à côté. Après 3-4 sprints, on va revoir avec l'équipe quelles sont les actions à faire pour pouvoir appliquer ces critères-là dans notre équipe. Si par exemple, le critère c'était les tests unitaires, pour former l'équipe, peut-être on va prévoir des ateliers avec les tech leads pour former l'équipe, comment faire les tests unitaires, pour pouvoir inclure ce critère-là dans la case 8 à partir de 3 sprints. Donc ça a à voir avec l'équipe. Est-ce que c'est clair? Qui décide de mettre dans les cases oui, non Comment? Qui décide de mettre l'équipe. En fait, j'ai dit ici à chaque fois, un membre de l'équipe, il va retirer une carte, il va l'expliquer. S'il a mal expliqué, donc là c'est le Scrum Master, il va intervenir pour bien expliquer la carte. Ensuite, il y aura une discussion entre l'équipe. Donc c'est l'équipe, chacun il va dire non pourquoi, oui pourquoi, plus tard pourquoi. Et une fois ils ont une décision commune entre eux tous, on va la mettre soit dans la case non, oui ou plus tard. Quand on dit l'équipe, ça veut dire le Scrum Master, les devs et PO. Équipe Scrum. Ça veut dire la squad. Ouais, voilà. Quand tu dis, Dali, tout à l'heure, si on prend ton exemple, tu oui. dis que quand tu es arrivé, il n'y avait pas de... La definition of done n'était pas... Enfin, était définie, mais pas appliquée. Oui. C'est-à-dire qu'il y avait une personne avant toi qui est partie et tu as pris le... Non, en fait, c'est l'équipe même, c'est la même équipe. Ils ont défini cette definition of done, mais ils ne l'ont jamais appliquée. Justement, du coup, c'est le Scrum Master qui est garant de l'application. Oui, exactement. Donc, ça fait partie des bonnes pratiques. Et là, c'est le Scrum Master qui est garant d'appliquer cette bonne pratique dans son équipe. Moi, je voulais surtout savoir, est-ce que c'est concrètement, c'est ce qu'on fait ou est-ce que là, cette fois-ci, ça n'a pas été appliqué ou c'est que la théorie? Là, c'est appliqué. Non, je veux dire, ouais. J'ai pris ton oui. exemple pour comprendre un peu comment ça se passe. Oui. Je disais d'une façon générale, est-ce que c'est vraiment du concret? On fait ça tout le temps sur chaque projet? Ça doit être, ouais, ça doit être le cas. Ok, du coup, c'est pas que théorie. Oui, ça doit être le cas, sinon au revue de code, pas au revue de code, au revue de sprint review, l'événement à la fin de sprint où on va faire la démo au client. Après la démo, on va revoir les cartes de sprint. Quelle carte on va la clôturer et quelle carte on ne va pas la clôturer. Et là, on va calculer la vélocité. Bon, ça, c'est un autre sujet. Mais juste pour faire la liaison entre les deux notions. Donc, c'est vraiment très important. Si on va clôturer tout sans voir la definition of done, là, il y aura toujours... en fait, il n'y aura jamais du reste à faire et la vélocité n'aura aucun sens si on n'applique pas la definition of done. Voilà. Donc là, des exemples de cartes de DOR.
Donc tout à l'heure, vous m'avez posé des questions sur des exemples concrets sur la definition of validity. Par exemple, là, un critère que le besoin métier est validé, que le besoin a été validé par le métier. Par exemple, ça peut être un definition of validity. L'équipe peut demander ça comme ça peut être dans la case non. Donc c'est pareil. Donc l'équipe, elle va discuter ensemble, elle va dire est-ce que ça c'est applicable dans notre équipe, que chaque besoin doit être validé par le métier, ou non, ou peut-être plus tard. Mais le problème avec les métiers, il y a des fois, à la fin du sprint, leur besoin a changé. Est-ce qu'ils vont valider l'ancien ou le nouveau? Après, ils peuvent valider l'ancien, mais il y aura des améliorations. Donc ça sera l'objectif d'une nouvelle carte, qu'elle va être aussi préparée et validée par le métier. Voilà. Donc, un autre exemple, donc là, pareil, c'était... Oui. Du coup, en Scrum, on peut travailler sur un besoin qui n'est pas validé par le métier? Dans des équipes, oui. Ça peut être une proposition par le PO, une amélioration par le PO. Ce n'est pas toutes les cartes qui ont été présentées par le PO, ce sont des besoins métiers. Ça peut être parfois le PO, parce que le PO, c'est le Product Owner. C'est son produit. Donc, il peut lui-même proposer des améliorations sur son produit. Donc pas forcément... Vis-à-vis de son client par rapport au budget, parce que si tu me dis... Alors ça c'est dans la responsabilité de PO. Si lui, si lui, il voit que cette carte-là, cette amélioration, elle est prioritaire, elle doit être faite dans ce sprint-là, donc c'est sa responsabilité. Donc là, comme j'ai dit, c'est la responsabilité de PO. Il peut voir qu'il y a des améliorations qui sont importantes, qui sont très prioritaires par rapport aux autres besoins et qui peut inclure dans le sprint, même si les métiers n'ont pas demandé cette amélioration. Après, d'autres exemples, par exemple la valeur métier quantifiée, là on parle de business value. Là, lorsqu'on dit la valeur métier, c'est en général c'est défini par les sponsors, par les responsables, la valeur métier pour dire ce besoin, est-ce qu'il a vraiment de valeur chez les métiers ou non. Je vous donne un exemple. Par exemple, le produit c'est Excel. On a le besoin, c'est enregistrer, le bouton enregistrer, et on a le besoin souligner. Donc là, les managers, ils vont dire qu'ils vont ils vont donner des valeurs pour chaque besoin. Ça va aider le PO à prioriser son backlog. Ils vont donner par exemple la valeur métier de le besoin souligné, c'est 1 sur 10. Et la valeur métier du besoin enregistré, c'est 10 sur 10. Donc là, on voit que le besoin d'enregistrer, c'est beaucoup plus prioritaire, il a beaucoup de valeur. Donc là, ça peut aider le PO à prioriser ses besoins, son backlog. Donc ça peut être aussi un critère de definition of validity. Le jeu de données aussi. L'équipe peut demander pour chaque carte doit avoir un jeu de données. Ça peut aider l'équipe pour tester, donc quels que soient les développeurs ou les QA. Donc voilà, là j'ai cité quelques exemples pareils. Réellement, il y a des cartes qui sont vides. Pareil, j'ai mis aussi des cartes vides dans le definition of done, parce qu'on peut avoir des critères spécifiques à l'équipe qui ne sont pas cités dans ces critères-là et l'équipe peut ajouter ces critères-là. Donc si vous avez besoin de ces cartes-là, vous pouvez m'envoyer un message sur Talkspirit. Je peux vous envoyer toutes les cartes sur format PNG, vous pouvez les imprimer et faire l'atelier avec vos équipes. Voilà. Vous avez des questions concernant les ateliers Definition of Done et Definition of Validity? C'est bon? Yes. Très bien. Question. Yes. Là, on a dit que le client voit la valeur du produit, quoi, de la story qu'on va produire. Ce critère-là? Oui, par exemple, il faut que ça soit quantifiable quelque part. Du coup, ma question est de savoir, dans le cas où, tu prenais l'exemple du bouton du besoin souligné ou enregistré. Il peut avoir des besoins purement techniques, c'est-à-dire oui. On va voir aucune différence pour lui, ça ne change rien. Dans ce cas, comment est-ce qu'on le fait accepter? Juste les valeurs métiers, ce sont les managers
qui définissent ces valeurs-là, c'est pas le client. C'est les responsables qui définissent par rapport, par exemple, s'il y a plusieurs équipes Scrum qui ont des dépendances entre eux. Là, on parle de plutôt framework safe. Et par exemple, il y a une équipe A besoin d'une API de l'autre équipe B, mais l'équipe B, le PO de l'équipe B, il voit que l'implémentation de cette API-là n'est pas prioritaire. Il voit que les besoins qu'il a déjà sont plus prioritaires. Donc là, il y a il y a une dépendance, c'est ça, entre les deux équipes. Il n'y a pas une décision commune entre les deux PO. Là, c'est les managers qui vont décider. Ils vont donner des business value pour chaque API. Est-ce que l'API qui a demandé l'équipe A est plus prioritaire? Donc, est-ce qu'elle a plus de valeur métier par rapport à l'autre API que le PO de l'équipe B veut implémenter, ou le contraire? Donc là, c'est vraiment les valeurs métiers aussi dont les besoins techniques peuvent en fait modifier les priorités entre les PO du différents Scrum Masters, de différentes équipes Scrum. Ouais. Est-ce qu'au niveau du sprint, est-ce que la valeur peut changer au cours du sprint ou c'est déjà défini dès le départ et ça peut pas être changé? Ça peut changer, ouais. Ça peut être changé. Un besoin qui a eu une valeur de 10 sur 10 au début du sprint, à la fin du sprint peut avoir 3 sur 10. Ouais, ça peut changer. J'essaie de trouver un... Comment ? L'intérêt que ça change alors qu'on a déjà travaillé sur le besoin. C'est pas un intérêt en fait, mais ça peut être réel. J'essaie de trouver un exemple. Par exemple, c'est pas un projet informatique. On va parler des vaccins de Covid. Un laboratoire, il avait au début de son sprint le fait de créer un vaccin contre le Covid. Il était à 10 sur 10 en juin 2020. Ils ont commencé à faire ça. À la fin de sprint, c'était en décembre 2021. Ils ont trouvé le vaccin en décembre 2021. Mais là, le business value, c'était à 3 parce qu'il y a d'autres laboratoires qui l'ont déjà trouvé et qui l'ont déjà vendu. Donc là, la valeur de ce besoin-là a diminué. Pour une livraison continue, en fait, pour les produits. Voilà, ça peut. Là, c'est l'exemple qui me venait à l'esprit, mais il y a sûrement d'autres exemples, même dans les projets informatiques. Le livrable, il n'est pas fini, c'est-à-dire qu'il n'a pas atteint son objectif final. Voilà, la business value peut changer. Ce sont en fait les responsables qui définissent ce critère-là et ça peut être changé à tout moment. Estimation avec les story points. Est-ce que déjà vous estimez avec les story points? Oui. Tout le monde? Ou avec des jurons? Avec des jurons? Il y a des équipes qui estiment avec des jurons? Ok. Et pour les équipes qui estiment en story point, est-ce que vous estimez vraiment avec des story points ou des story points des jurons déguisés en story point? C'est des jurons déguisés en story point. Ok. Déjà, c'est quoi les différences? Est-ce que vous avez une idée? C'est quoi déjà les story points? C'est quoi? C'est par rapport au token. La complexité. Ouais. C'est le nombre de stories accomplies. Non. C'est le degré de complexité de la du ticket. C'est en fait une combinaison entre la complexité, le temps et l'effort. Donc dans le juron, on prend juste variable temps. Mais dans les story points, on prend la variable temps, complexité et effort. Donc c'est la combinaison des trois variables là. Mais pourquoi en Scrum, en bonne pratique de Scrum, il recommande d'estimer avec les story points que en juron? Est-ce que vous avez une idée? Déjà, la réponse que je veux dire, c'est que il n'y a pas que le temps à prendre en compte. Ah oui. Donc il y a trois éléments à prendre en compte. La complexité du ticket, l'effort que fournit chez nous.
Oui. Et surtout, lorsqu'on estime avec le temps, on prend toujours en considération par rapport à l'expertise de la personne même qui va estimer. Par exemple, une personne senior ne va pas estimer la même estimation en gérant d'un alternant. Ce n'est pas le même niveau d'expérience. Je vous donne un exemple très simple. Ce n'est pas en informatique, pareil. Par exemple, si je demande à Monet combien de secondes pour arriver à la porte de l'ascenseur. D'habitude, je marche très vite. Donc, il te faut à peu près d'ici porte de l'ascenseur combien de secondes? À peu près 2, 3. 3 secondes. Quand je rentre le soir, c'est c'est 3, ok. Moi, par exemple, je dis 6 secondes par rapport à moi. Si je demande là combien la distance nécessaire pour arriver à la porte de l'ascenseur, tu vas me dire peut-être, je sais pas, 5 mètres. Moi aussi, je vais dire 5 mètres. C'est la même réponse. Parce que là, on essaie de trouver une mesure standard avec tout le monde qui ne change pas par rapport à l'expertise de la personne. C'est pareil entre Joran et StoryPoint. Alors, dans les StoryPoint aussi, vous me dites, même avec les StoryPoint, l'expert peut dire un point et l'alternant peut dire 5 points ou 3 points ou je ne sais pas quoi. Ça c'est vrai, mais pour avoir une estimation standard pour tout le monde, on doit utiliser les cartes de référence. Est-ce que ça vous dit quelque chose, les cartes de référence? C'est en lisant avec Poker Planning? Non, ça c'est après le Poker Planning. On fait après chaque sprint. Qu'est-ce qu'on fait après chaque sprint? On calcule les points. Ah, ça, les vélocités. Non. Non, c'est pas ça. On va voir ça de toute façon, mais avant ça, juste, je voulais citer quelques exemples de StoryPoint. Donc, les StoryPoints sont en général estimés par la suite de Fibonacci. Et là, c'est la suite de Fibonacci. Donc, vous remarquez, là, on commence par un point, ensuite 2, 3, directement 5, directement 8, 13. Pourquoi il y a ces écarts-là? Comment? Pour les imprévus. Mais plus concret en fait. Si on vous donne un besoin complexe où il y a trop de fonctionnalités, trop de demandes, c'est trop complexe, l'estimation va être vague. Mais si le besoin il est clair, précis, moins complexe, l'estimation elle est précise. C'est pourquoi l'estimation elle est moins précise du moment où le besoin il est plus complexe. Donc voilà en fait le principe de l'estimation avec la suite Fibonacci, c'est plus le scénario est gros et complexe, moins l'estimation elle est précise. Donc aussi on essaie de pousser l'équipe à découper le maximum. Si on a une estimation à 8 points, on essaie d'être plus précis et là, l'équipe va découper ce besoin-là en plusieurs cartes qui peuvent avoir une estimation plus précise en 1 et 2 points. Voilà. Donc là, on va évoquer les cartes de référence. Donc les cartes de référence, c'est avec l'équipe, on va essayer de définir des exemples de cartes et pour chaque carte, une estimation. Par exemple, je vous donne cet exemple-là. J'ai donné ce besoin-là, c'est une abeille, 1 point. C'est ça la référence. Et un chat, c'est 2 points. Mouton, c'est 3 points. Taureau, 5 points. Et éléphant, c'est 8 points. Donc ça, c'est les cartes de référence pour chaque estimation. Et bien sûr, là, c'est l'équipe qui définit les cartes de référence. Et là, à chaque fois que le PO il va présenter un nouveau besoin, l'équipe, elle va comparer ce nouveau besoin-là avec les cartes de référence. Est-ce que c'est moins complexe? C'est plus complexe? Ou c'est presque même complexité? Donc, il va avoir même estimation. Donc, si je vous donne ce besoin, son estimation, en se basant sur les cartes de référence. 5 points, exactement.
et ce besoin-là. 1, tout à fait. Pareil, donc ça. 2. Oui. C'est quoi ça? Poisson. C'est quoi la taille? Je connais pas ça. Mouton de la mer. Ils sont pas contractés. Donc voilà, c'est entre 1 et 2. Et ça, c'est... Oui, voilà. Donc c'est exactement ce que l'équipe va faire. C'est au début du projet, l'équipe va définir, ou même au cours du projet, ça peut se faire à tout moment. L'équipe, elle va choisir des cartes de référence. Par exemple, dans notre cas, on est un projet Big Data, on va dire ajout d'une table dans un cube, ça peut prendre 2 points. Donc à chaque fois où le PO il va présenter une carte d'ajout d'une table dans un cube, l'équipe directement ils vont donner l'estimation de 2 points. Et pareil pour chaque estimation, on va essayer de définir des cartes de référence. Et ces cartes de référence doivent être visibles à tout le monde dans un dashboard en ligne ou partagé avec tout le monde, ou si vous êtes sur site, sur un mur, il y a les cartes de référence. À chaque fois où vous faites le planning ou le raffinement, où vous allez estimer les cartes, les devs vont essayer de se baser toujours sur ces cartes de référence-là pour essayer d'estimer est-ce que c'est toujours ce besoin-là, et les plus complexes, moins complexes, presque même complexité. Donc voilà, c'est ça la façon d'estimer en StoryPoint. Je veux retourner au point de la différence d'expertise entre les membres de l'équipe. Là, c'est par exemple, toute l'équipe, ils ont estimé la même estimation, se basant sur les cartes de référence, etc. Après, dans l'équipe, il y a un alternant, il y a un expert. Donc là, pour ne pas en fait avoir un problème au niveau des cartes assignées à chaque membre, là on va jouer sur la capacité de chaque personne. Par exemple, l'alternant, il peut traiter par sprint 3 points. Et l'expert, il peut traiter 6-7 points par sprint. Là, on ne va pas jamais toucher l'estimation. L'estimation, elle va être toujours standard, quelle que soit la carte, quelle que soit la personne qui va la traiter, mais la capacité de chaque personne qui va varier, mais pas l'estimation. Est-ce que c'est clair? Super. Yes. Très bien. Donc là, c'est le planning poker. Je ne sais pas qui a évoqué le planning, et c'est le planning poker. Donc pour faire l'estimation avec le planning poker, avec les StoryPoint, donc on va utiliser un algorithme simple, c'est le planning poker. Donc ça peut être appliqué en ligne. Donc je vous ai mis ici une plateforme en ligne que j'utilise avec l'équipe et que vous pouvez utiliser avec vos équipes. Ou même si vous êtes sur site, vous pouvez le faire directement en salle de réunion avec toute l'équipe. Donc comment ça se passe? Alors le PO va commencer par présenter son besoin à toute l'équipe. Là, l'équipe va poser des questions, il y aura une discussion sur les critères d'acceptance, sur les besoins, etc. Donc jusqu'à ce que le besoin soit clair pour tout le monde. Une fois que le besoin est clair, là, on va estimer. Donc chaque membre de l'équipe, il va choisir une carte. Donc si c'est en ligne, il va choisir en ligne. Il va choisir une carte pour l'estimation. 1, 2, 3, comme ce sont en fait la même suite de Fibonacci. Et il ne va pas la montrer. Donc si c'est en ligne, ça va être caché de toute façon par l'algorithme. Si c'est sur site, donc il va choisir sa carte sans la montrer. Et au signal de Scrum Master, donc il va montrer sa carte. Donc tout le monde, ils vont montrer la carte en même temps. Ça pour éviter qu'un expert influence l'estimation de l'autre ou que ça soit influencé par d'autres devs. Donc chaque dev, il va estimer selon sa compréhension. Et là, même si on a eu des estimations qui sont très différentes, par exemple, on a eu une estimation 1 point et 5 points, et là,
on va voir qu'il y a un truc qui n'est pas clair dans le besoin. Donc même ici, ça peut, on va refaire l'explication, la discussion, jusqu'à ce que tout le monde soit d'accord sur la même estimation. Et là, on est sûr que le besoin a été clair pour tout le monde. Est-ce que c'est clair pour vous? Yes. Le café, c'est quoi? C'est trop facile? Un café, ça, c'est pas traitable. Là. Il faut boire du café pour l'expliquer. Voilà. Non, c'est même pour dire la pause. Parfois, en fait, c'est le poker planning, il est fait lors de la session de sprint planning. Oui. Ça dure entre 2 heures à 4 heures et du coup, parfois, on dit là, on impose une pause pour prendre un café. Ah, d'accord. Donc tout le monde estime et il y en a un qui va sortir la carte café. Oui, tellement on n'en peut plus, voilà, il faut voir. Et 0? C'est malin ça. 0, ça nécessite même pas une carte. Ouais. Voilà. Ça veut dire qu'elle existe. La carte elle existe. Mais genre tellement c'est voilà, c'est quelque chose en quelques secondes, ça nécessite même pas une estimation. Et 0,5, un point, voilà, selon les cartes de référence. Même en passant tout le process de Dan, ça ne nécessite rien. Comment? Même en passant pour toute la process de ready plutôt, ça ne nécessite rien parce que parfois le ready, parfois même une carte c'est changement dans la documentation. Parfois une carte ça peut être tout en fait. C'est pas que une carte qui est liée au projet. Donc au développement et tout ça, ça peut être juste une carte pour changer quelque chose dans la documentation. Donc ça prend pas, donc ça nécessite pas une estimation en fait. C'est ça. Pour l'exemple de la technique, on peut avoir un ticket qui est à 0, mais comme on a des changements de la veille, on peut le fusionner avec un autre ticket. Du coup, comme ça, le processus de la livraison sera pour les deux tickets. Généralement, généralement, un ticket 0 en fait pour loguer une tâche. C'est juste le logging pour faire l'action, pour ne pas l'oublier. Mais c'est pas une vraie action de déploiement derrière. Oui. Et ça peut être aussi des sous-tâches. Et la tâche mère, elle est estimée par exemple à 3 points. Et ces sous-tâches-là sont tous inclus dans la tâche mère qui est déjà estimée. Ah, désolé. Oui. C'est quoi le maximum du coup? Alors là, c'est par rapport à chaque équipe. Par exemple, une équipe peut dire si on arrive à 8 points, on doit découper. On ne doit pas dépasser les 5 points. Si l'estimation elle est à 8 points, on ne va pas laisser la carte comme ça. Elle doit être découpée sur plusieurs cartes. Après, pour des estimations à 20, 40, à 100, ça, ce sont des estimations à grande échelle. Grosse maille pour estimer en fait toute une épique, ça peut prendre combien de points en général. Donc ça, on utilise ça plutôt dans l'API planning pour estimer plusieurs fonctionnalités, une équipe en grosse maille. Alors, la rétrospective. Yes. L'événement rétrospectif. Pour vous, la rétrospective, comment ça déroule dans vos équipes? Comment vous faites la rétrospective? On se bagarre. Oui. On note déjà le sprint, comment c'est déroulé. Oui. Et on donne des suggestions, des choses à refaire, des choses à ne pas refaire. Le fameux tableau, les points négatifs, positifs, points d'amélioration et les actions à prendre. C'est presque tout le monde, c'est comme ça. Moi aussi, quand j'ai commencé en tant que Scrum Master, j'ai fait la même chose. Après, j'ai remarqué que les devs, ils disent toujours les mêmes choses. Sur les points négatifs, en général, c'est vite. Les points positifs, la communication, coopération entre l'équipe. Les points d'amélioration, c'est toujours documentation. Et les actions apprises, avoir plus de documentation et on n'a jamais de documentation. C'est toujours presque la même chose. Dit un truc et les personnes suivantes s'appuient dessus. Exactement. Et améliorent la vérité. Exactement. Et parfois, tu as les mêmes personnes qui parlent, les mêmes personnes sont toujours en mute. Ouais. Voilà. Alors, je pense que tout le monde, c'est comme ça. À un certain moment, j'ai remarqué que même avec plusieurs sprints,
il y a de moins en moins des participants à la rétrospective et c'est devenu un événement facultatif. Si on a le moment, surtout à fin de sprint, fin de journée, etc. Si on a un moment, on participe. Si on n'a pas un moment, on ne participe pas. Or que la rétrospective, c'est un événement aussi important que le planning, que le daily, que le sprint review. Déjà, c'est quoi l'objectif de la rétrospective? C'est de faire le vécu sur le sprint précédent et de voir ce qui s'est bien passé et ce qui s'est pas bien passé et de fixer les axes d'amélioration. Les axes d'amélioration. Exactement, surtout ça. Donc là, au premier slide, quand j'ai parlé du rôle de Scrum Master, j'ai dit que parmi les rôles de Scrum Master, c'est garantir le respect, d'avoir respecté les objectifs de chaque événement. Et le fait qu'on respecte l'objectif de chaque événement, on va garantir l'amélioration continue de l'équipe. Donc déjà, la rétrospective, donc, il faut toujours mettre en tête, quel que soit le Scrum Master ou l'équipe, l'objectif c'est l'amélioration. On doit toujours sortir de la rétrospective avec une action d'amélioration qu'on va la traiter dans le sprint prochain ou même dans les sprints d'après. Pas forcément dans le sprint prochain, mais elle doit être traitée par l'équipe. Et là, c'est le rôle de Scrum Master, bien sûr, de garantir que cette action qui a été prise, elle va être mise en place. Donc là, j'ai mis quelques mots-clés qui définissent la rétrospective. Et je vais partager avec vous un exemple de rétrospective que j'ai fait avec mon équipe. Donc là, j'ai choisi en fait toujours ce format avec l'équipe, c'est d'avoir 3 parties. La première partie, c'est de définir le mood de l'équipe. Comme tu as dit, là, il faut noter le sprint. Donc ça peut être une note, chaque personne il va attribuer une note au sprint. Ça peut être la météo de sprint, ça peut être le mood de l'équipe, satisfaction par rapport à comment le sprint s'est passé par rapport à la livraison. Donc voilà. Mais il faut toujours avoir la partie, la note ou le mood de l'équipe par rapport au sprint. Je vais parler de ça après. Et la troisième partie, c'est de définir un axe d'amélioration. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, quand j'ai commencé le poste de Scrum Master, je faisais comme vous les 4 parties là. Après, on parle en vague sur le sprint, comment c'est passé. On essaye toujours de dire des choses différentes, mais il y a toujours les mêmes choses. Donc, la solution que j'ai trouvée très efficace avec toutes les équipes que je travaille avec, c'est à chaque fois de choisir un seul sujet pour discuter avec tout le monde. Au lieu de parler en vague du sprint, comment c'est passé et qu'est-ce qu'on peut améliorer, on choisit un seul sujet. Et on essaye, juste ce sujet-là, on essaye de l'améliorer. Et le fait qu'on a amélioré une chose, c'est déjà, on a réalisé l'objectif de l'événement, l'objectif de la rétrospective. Et même pour l'équipe, le fait que vous bornez la discussion, il y a toujours des propositions plus pertinentes qu'on parle en vague. Je vous donne un exemple. Si je vous demande qu'est-ce qu'on peut améliorer avec Steam. Les salaires. Là, c'est tellement très vague que tout le monde est laissé de penser à tout et à n'importe quoi et il ne trouve pas quoi dire. Mais si je choisis un sujet très précis, et on essaie tous de discuter sur ce sujet-là pour trouver les améliorations. Par exemple, si je dis comment peut-on améliorer le process d'intégration au niveau d'Exteam. Là, c'est vraiment très borné. Là, tout le monde, ils vont se concentrer sur ce sujet-là. Ils vont essayer de proposer des améliorations par rapport à ce sujet-là. Oui. Comme si c'est toi qui as décidé que c'est un axe d'amélioration. Sur quelle base tu choisis en fait le sujet? Alors, là, le Scrum Master, il peut choisir un sujet par rapport à ce qu'il a vu dans le sprint. Donc, c'est son choix. Ça peut être ça, ou demander à l'équipe avant la fin de sprint de 2-3 jours,
est-ce que vous avez des sujets à me proposer? Ou même faire une rétrospective où le sujet, définir des axes d'amélioration. J'ai déjà fait ça. J'ai déjà fait, en fait, après quelques sprints où j'ai plus des axes, je trouve plus des axes d'amélioration, je demande à l'équipe, parfois ils ne me proposent pas. On a fait une rétrospective pour essayer, ça on l'a fait à la fin de 2021, pour définir les axes d'amélioration pour l'année 2022. Et ce sujet-là, chaque sujet, il va être traité dans une rétrospective dans 2023, dans 2023. Voilà. Tu as fait un thème sélection, en fait. Tu as sélectionné les thèmes pour que tu puisses aborder. Mais aussi, c'est très important d'avoir un rétrospective qui est un peu open, juste au début, en fait, pour que voilà, tout le monde sort ce qu'il a comme idée, comme demande. Et après, en fait, ça aussi, c'est discuté ici. Là, par exemple, chaque personne, lorsqu'il va mettre son nom dans la météo, il va s'exprimer. S'il a été dans un sprint nuageux, il va dire pourquoi. Il va dire qu'est-ce qu'il a vécu ce sprint-là, qu'est-ce qu'il voit comme chose qu'on peut améliorer. Et là, le Scrum Master, il va noter les remarques. Il va même les proposer dans d'autres sprints, dans d'autres rétrospectives, comme sujet à discussion. Ouais. Mais le problème, voilà. Ça sort quand on va planifier cette action dans un autre sprint. Ça ne rejoint pas l'objectif de la rétrospective, parce que si j'ai des contraintes à la fin de ce sprint, c'est de ces contraintes que je dois parler pendant ma rétrospective. Pas forcément. Pas forcément. En fait, là, peut-être tu parles des sujets techniques. Non, de tout. De tout. Parce que si j'ai un problème de communication avec un membre de l'équipe... Là aussi, c'est le Scrum Master. S'il est vraiment impliqué dans son équipe, il est proche de tous les membres de l'équipe, il va remarquer ça. Il va l'invoquer dans la rétro. Comme j'ai dit au début de la présentation, le rôle de Scrum Master ne s'arrête pas d'animer les événements et s'arrête ici. Il doit être vraiment à jour avec son équipe, il doit être près de son équipe. Il doit être au courant de tout ce qui se passe dans l'équipe. S'il y a des problèmes de communication, surtout des blocages, là, le Scrum Master, il doit être informé de tout ça. Et s'il a remarqué un problème de ce genre, sûrement il va le proposer comme sujet d'une rétrospective. Mais malheureusement, on ne peut pas trouver en fait, ce rôle de Scrum Master que tu décris. Moi, j'ai assisté chez l'éditeur et on l'a trouvé. Mais chez le client, en fait, c'est un mec en process. Il envoie les daily, il dit stop au daily, le sprint planning. Le Scrum Master, c'est pas du tout ça. Ouais. Mais, chez l'éditeur, j'ai assisté à un vrai rôle de Scrum Master où vraiment il intervient. Exactement, c'est ce qu'il faut. Le développeur et le testeur, il a fait des points. Ouais. Donc il y a pas mal de choses qui ont été gérées comme ça. Mais malheureusement, dans la vraie réelle actuellement, chez nos clients, jamais vu en fait un vrai rôle de Scrum Master, sauf le mec pour lever le drapeau. Ça, c'est pas un Scrum Master, ça. Ça, c'est pas un Scrum Master. C'était vraiment applicable. C'est applicable, mais malheureusement, chez le client, c'est un mélange d'abord, ici en France actuellement, on est encore dans la phase de transformation agile. Tu vas trouver des équipes qui sont agiles, des équipes qui ne sont pas agiles. Même des équipes agiles sans Scrum Master. Sans Scrum Master, parce que le rôle, il ne trouve pas très... c'est pas nécessaire. C'est pas important. Et des gens en fait qui ont décidé de dire on s'en fout de sprint planning, pourquoi on a besoin de sprint planning, nous on va alimenter, on y va. Donc il y a pas mal en fait de hybridation de la méthodologie. Même il y a le Scrum Master autour de rôle entre les devs, chaque sprint un nous, dev. On a fait ça chez l'éditeur, à un moment donné on a fait en fait on a fait 6 mois avec un seul Scrum Master. Après lorsque l'équipe a atteint une certaine maturité, on a fait un tour de rôle, le rôle de Scrum Master. Comme ça en fait tu responsabilises ton équipe pour qu'il soit en fait dans le même tendance que le Scrum Master et le PO et le chef de projet derrière. Donc voilà, ça. Mais vraiment, pour on parle d'un vrai Scrum Master, il doit être informé de tout, quels que soient les problèmes de communication, les blocages techniques, les problèmes envers les dépendances avec les autres équipes. Donc vraiment pour dire que c'est un Scrum Master, c'est comme pourquoi on dit un facilitateur. C'est pas un facilitateur juste dans les réunions. C'est en fait tout au long
du sprint. De début de sprint jusqu'au fin de sprint, c'est le rôle de Scrum Master pour faciliter tous ces problèmes-là. S'il y a un problème, c'est à lui de l'évoquer, soit dans un point dédié, c'est vraiment très urgent. Si ça peut attendre la rétrospective, c'est là où on va discuter ce problème-là. Voilà, donc pour la deuxième partie, j'ai choisi de faire toujours un jeu avec l'équipe pour, surtout en fin de sprint, là, pour détendre un petit peu l'atmosphère, voilà, changer un peu d'ambiance. Aussi pour renforcer les relations avec l'équipe, les devs, le PO, tout le monde participe au jeu. Et voilà, à chaque fois, j'essaie de trouver des nouveaux jeux qu'on applique ensemble. Donc voilà, pour la première partie en général, c'est 10 minutes. La deuxième partie, 20 minutes. Et la dernière partie, 30 minutes. Donc c'est comme ça que j'ai choisi de faire ma rétrospective et j'ai trouvé que ça fonctionne très très bien avec l'équipe. Ouais. Je peux donner une remarque. On a un témoin. Ouais. Un témoin. L'idée de jeu, c'est très très bien. Ouais. On a ce qu'on appelle un outil, ce qu'on appelle Icebreaker. Oui. Dès le départ, en fait, parce qu'on sent qu'il y a de la tension, il y a pas mal de fois, en fait, on le sent ça, et du coup, tu sens le vide dans la réunion. Du coup, on fait une sorte de jeu pour dire le dernier qui est arrivé, en fait, où chacun va parler de l'autre, il va donner deux oui, il y a choses plusieurs positives, idées de jeu. comme ça, pour vraiment casser un peu cette froideur, pour lancer la série. Ouais. Surtout aussi, lorsqu'on est des consultants chez des clients, il y a plusieurs consultants de plusieurs boîtes et c'est très difficile de faire des after-work et de trouver un créneau qui va à tout le monde. Donc même ces 20 minutes-là, il peut faire l'affaire d'un team building, même si ce n'est pas un vrai team building, mais au moins pour renforcer les relations entre l'équipe et détendre un petit peu l'atmosphère. Voilà, est-ce que vous avez des questions concernant la rétro? Ouais. Ça, c'est lors de l'atelier que tu exposes. C'est une rétrospective. Non, c'est une rétrospective. L'événement rétrospectif à la fin de sprint. Oui. Donc ça se fait comme ça, oui. Ça se fait lors d'un atelier, d'une réunion. Réunion d'équipe. Réunion, tu le fais sur un PowerPoint. Ça sur Klaxoon. C'est un outil en ligne. Bon, c'est payant. Mais il y a d'autres outils qui sont pas payants, par exemple Miro. C'est presque les mêmes fonctionnalités que tu trouves dans Klaxoon, tu peux trouver dans Miro. Métro rétro. Oui, il y a Métro rétro ici. Voilà, il y a plusieurs. Ouais. Même sur Teams actuellement, en fait. Il y a des plugins. Vous avez d'autres questions? C'est clair? Invite-nous la prochaine fois lors du jeu. Avec plaisir. Voilà, merci à tous pour votre attention.